Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de discussion autour du film de la journée avec Ntaramana, donc de François Vokoach, qu'on a le grand plaisir d'accueillir ce soir en Zoom, alors, hein, en connexion Internet avec Kigali directement, et qu'on voit effectivement dans la capsule en bas d'écran. Petite présentation, comme d'habitude, hein, de qui est François Vokoach et son travail. Des études de cinéma à Paris et à Bruxelles, où tu as fait l'INSAS, hein, et puis des films qu'on va beaucoup voir en festival au départ, hein, c'est-à-dire, alors peut-être moins Mélina, qui est un travail sur les cérémonies de deuil au Cameroun, mais nettement Asientos, qui a tourné dans le monde entier, dont l'affiche est d'ailleurs juste à côté de toi, sur le mur, et qui est donc un film sur la mémoire de la traite, hein, de la traite négrière. Un film qui a marqué parce qu'il était dans sa forme tout à fait novateur. Et ensuite, La fumée dans les yeux, qui est un film beaucoup plus léger sur des jeunes comme ça, un petit peu de drague à la clé, mais où le contexte politique du moment est très présent à travers les médias qu'on entend. Et puis, en 99, tu fais Fragment de vie, donc, qui est un film, lui aussi, en recherche formelle, comme ça, qui est sur 4 caractères, comme ça, à partir de 4 musiques à la mode, chansons à la mode, sur des histoires emblématiques d'une ville d'Afrique équatoriale dont on va explorer un peu les bas-fonds. Et puis, en 2000, il y a un certain nombre, une dizaine d'écrivains africains qui sont invités par Noki Djedanoum à aller au Rwanda et à travailler sur la question de la mémoire du génocide. Et là, on a quelque chose qui va être fondamental, puisqu'il y a d'une part un mouvement, c'est la première fois que des écrivains africains se déplacent dans le pays, etc. C'est-à-dire que les Rwandais diront à cette époque-là, vous vous êtes quand même pas beaucoup intéressés à nous jusqu'à présent, quoi, après l'histoire du génocide. Et puis, donc, on a des gens comme Tierno Monenembo, ou bien comme Noki Djedanoum, et chacun fera un livre. Hein. Tierno Monenembo va faire L'aîné des orphelins, qui est un livre très très fort. Noki Djedanoum va faire Munyarambo. Et puis, on a par exemple, qui est-ce qu'il y a d'autre? Kulsilamko, par exemple, qui fait La Phalène des collines, qui sont un peu les livres phares un peu de cette démarche. Et ils sont accompagnés par des cinéastes. Alors, je crois qu'il y avait Samba Felinziai, si je me souviens bien. Hein. Et en tout cas, toi, tu étais là. Et ça va être d'ailleurs l'occasion de faire Nous ne sommes plus morts, qui est un petit peu que tu vas réaliser, disons finaliser un peu plus tard, mais qui parle de cette démarche de devoir de mémoire et de la question du devoir de mémoire. Et puis, à la suite de ça, tu t'installes au Rwanda.
Et là, il y a un changement complet de ta vie, on n'entend plus parler de toi. Et tu dis, c'est vrai que tu disparais un peu des radars. Et là, c'est un peu à toi de parler, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait pendant ces 20 années au Rwanda? Bien sûr, on sait que tu as fait toute une série d'activités qui sont vraiment des activités de terrain, de formation, de production de films, d'accompagnement de jeunes dans les écoles, même les collèges, ou bien de femmes de milieux défavorisés pour faire des films aussi. Il y a plusieurs projets comme ça qui s'imbriquent. Est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir aux gens qui me suivent un peu partout dans le monde. Avant de parler de ce que j'ai fait pendant ces 20 années au Rwanda, c'est vrai, il faudrait peut-être corriger un peu parce qu'en fait, nous sommes arrivés dans l'expédition avec des écrivains, est arrivé au Rwanda en 98. Mm-hmm. Donc, j'ai tourné Fragment de vie au Cameroun en mai-juin 98 et en juillet-août, nous sommes arrivés au Rwanda. J'étais le seul cinéaste à l'époque avec des écrivains. Et j'ai amené un projet, en fait, sur lequel je travaillais déjà depuis 4-5 ans et qui m'a amené justement à rencontrer Noki par l'intermédiaire de Issa Seshkoilo qui produisait le documentaire et qui m'a dit, mais tiens, il y a un autre compatriote africain qui travaille sur la même thématique. Est-ce que ça t'intéresserait d'être en contact avec lui? Et c'est comme ça qu'on convient, en fait, de joindre nos efforts, de joindre nos projets. Et donc, on part au Rwanda en 98 ensemble. Donc, je tourne en 98 et on revient en 2000 pour présenter les résultats de ce voyage, en fait. Et c'est à l'occasion de ce voyage de retour en 2000 que le feu Samba Félix Ndiaye nous accompagne, en fait, et, arrive dans le projet et donc fait aussi un film à cette occasion-là. Qui s'appelle Rwanda pour mémoire. Pour mémoire, exactement. Et donc, voilà, donc je décide... La décision de m'installer au Rwanda en 2000 était quelque chose qui m'a semblé la chose à faire à ce moment-là, parce que comme j'avais l'habitude de dire, et je le pense encore profondément aujourd'hui, c'est que quand le génocide arrive en 94, je suis en train de préparer Asymptos, puisqu'Asymptos a été tourné la même année, il est sorti en 95, mais il a été tourné en 94. Mais c'est un choc, en fait, c'est un choc, et c'est un choc surtout pour nous, cinéastes et intellectuels africains qui étions... On pensait qu'on était très engagés dans la cause de la défense de l'Afrique, etc. Mais c'est un choc parce qu'on n'a pas vu venir le génocide, on n'a pas vu arriver cette catastrophe. Et pour moi, ça remet en cause complètement mon rapport à l'Afrique et mon rapport à mon métier qui est le cinéma. Et je le dis toujours, moi, ça m'a changé en tant qu'homme, mais ça m'a profondément changé en tant que cinéaste. Et parce qu'il n'était plus question de faire des films comme avant, en fait. Et une des problématiques, d'ailleurs, que j'évoque dans Nous ne sommes plus morts, c'est ça. Est-ce qu'on peut continuer à filmer comme avant après ça? Est-ce que, voilà, nous avons été, soi-disant, les porte-drapeaux de l'Afrique pendant toutes ces années, à parcourir le monde, justement, avec nos films, en essayant de... Et voilà, on est passé à côté de ça. Et donc, il fallait en tirer les leçons. Et une des leçons, pour moi, fondamentales, c'était qu'il fallait être présent en Afrique, qu'il fallait être présent en Afrique. C'est une réflexion que j'avais déjà au départ, que j'avais déjà depuis quelques années, mais là, c'était devenu beaucoup plus clair et beaucoup plus radical. Et que l'endroit où il fallait être, à ce moment-là, c'était ici, c'était au Rwanda, qui était un pays qui devait renaître, en fait. C'était un pays où... Et Nous ne sommes plus morts, en fait, l'idée de Nous ne sommes plus morts vient aussi profondément de... En 1994, nous avons suivi le génocide à la télévision, parce que je vivais en Belgique. Ça entre la Belgique, la France et le Cameroun, mais surtout en Belgique. Et donc, on regardait ça à la télévision et à travers les médias. Et une chose m'a vraiment beaucoup frappé à l'époque, au-delà de la monstruosité de ce qui se passait, c'est que le ressenti qu'on avait, c'était que le Rwanda, il n'y avait plus personne. Que tout le monde était mort. C'est pour ça que le film s'appelle « Nous ne sommes plus morts », qui est une expression en Kinyarwanda, en fait, qui veut dire que... Et donc, l'idée, c'était de venir avec ces projets-là, qui étaient au-delà d'un projet de film, pour raconter ce qui se passait, pour raconter que le génocide avait été un échec puisqu'il y avait des survivants, et pour raconter que le Rwanda était en train de renaître, et que cette renaissance-là devait nous interpeller dans le sens où si ce qui se passait au Rwanda devait, de mon point de vue, formater ce qui devrait être le futur de l'Afrique et des autres pays africains. Et qu'il fallait être là à ce moment-là et participer à ça et essayer, à travers les arts et la culture, et notamment le cinéma, de faire partie de ça, de reconstruire ce pays à partir de là.
C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas simplement un projet de cinéma. Et donc, quand tu dis que j'ai disparu des radars, c'était un choix. Je me souviens d'une interview qu'on avait faite ensemble, je crois, pour Africulture, où déjà je te disais, en parlant de Cannes et tout ça, qu'il fallait un peu oublier le Sunlight. Absolument. Et tu avais d'ailleurs repris ça en gros titre. Et c'était vraiment ça, en fait, pour moi. Et donc, l'idée, ce qui s'était passé au Rwanda à l'époque, était pour moi la manifestation claire que peut-être qu'on avait effectivement été trop absorbé par la lumière, par cette lumière-là des festivals, voilà. Et on était passé à côté de nos réalités, on était passé à côté de ce qui se passait en Afrique. Et d'ailleurs, c'est une question que les Rwandais nous ont posée. Où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps? Le génocide n'est pas arrivé comme un fruit du hasard, ça n'a pas été, c'est quelque chose qui a été préparé, qui a été pendant des décennies, il y a eu des massacres, etc. Et on n'a pas vu arriver ça. On a été incapable de voir ça. Et donc, ça devait forcément nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, à nous remettre profondément en question. Et pour moi, ça passait par ça. Pour moi, ça passait par un peu couper ce lien-là, un peu se retirer de ce monde-là et replonger dans ces réalités-là. Essayer de comprendre ce qui se passait sur le terrain, essayer de comprendre ce qui se passait dans. Et je vous assure que je ne le regrette pas. Parce que depuis ces 20 dernières années, pour moi, ont été des années extraordinaires. Parce que ça, en tant qu'être humain, en tant que tous ces gens que j'ai rencontrés, que ce soit sur les collines, dans les villages, enfin, ils appellent ça collines ici au Rwanda, les gens avec qui on a travaillé, en utilisant toujours le cinéma, en se questionnant sur la mémoire, mais sur une mémoire qui est dynamique, sur une mémoire qui est positive, sur comment est-ce qu'on peut se servir de ce qui nous arrive pour construire quelque chose de meilleur, pour construire quelque chose de plus intéressant, de plus humain. Et comment, dans cette tragédie-là, plutôt que d'être toujours dans les aspects négatifs, toujours dans le deuil, toujours dans le ressentiment, qui fait partie aussi du travail du deuil, mais mon approche, c'était comment pouvons-nous nous servir de ça? Qu'est-ce que nous pouvons trouver de positif dans tout ça pour permettre aux jeunes d'espérer un avenir meilleur? Donc, c'est un peu ça le travail qu'on a fait ici. Et ce travail, pour moi, était fondamental parce que j'ai toujours cru que la culture, notamment le cinéma, est porteur de ça. Et que le cinéma, ce n'est pas seulement de faire des films, ce n'est pas seulement d'écrire des scénarios, de les produire et ensuite d'aller les montrer dans les festivals, etc. Pour moi, faire des films, c'est aussi accompagner des gens. Accompagner des gens dans la découverte de ce qu'ils sont. Accompagner des gens dans la capacité qu'ils ont à dire au reste du monde ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont et comment est-ce qu'ils se projettent dans le futur. Pour moi, c'était un peu ça. Je dis qu'au lieu d'être celui qui, de son nid douillet quelque part à Paris, à Bruxelles ou à New York, pense une Afrique qu'il a dans sa tête et essaye de la coller à la réalité qui n'est peut-être pas celle-là, et c'est de repartir autrement, c'est d'être à côté de ces gens, d'être aux côtés des populations, d'être imprégné de ces réalités-là et essayer de trouver une écriture, de trouver une autre façon de raconter, une autre façon donc de faire du cinéma qui puisse être beaucoup plus représentative en fait de ce que c'est que ce continent à la base. Voilà, c'était un peu ça le projet en fait. Donc ça passe par effectivement beaucoup de formations au départ parce qu'il n'y avait rien. Et je me souviens quand on tournait en 98 ici, il y avait encore des corps dans les rues, les églises étaient pleines d'ossements humains, etc. Donc on était vraiment, c'était vraiment Kigali ou Rwanda année zéro. Hein. C'était voilà. Et donc et quand on disait aux gens qu'on va former des cinéastes dans ce pays, qu'on va faire des films. À cette époque, les gens me prenaient pour, voilà, il manque une case. Quoi. Mais c'était vraiment ça l'idée, c'était vraiment ça. Et puis Koulsi est resté aussi, il a fait un travail extraordinaire en théâtre à l'université à Boutari. Il a créé le centre, voilà, le centre culturel à Boutari, etc. Donc, c'était l'idée de comment est-ce qu'on peut se servir de la culture, comment est-ce qu'on peut se servir du cinéma, de l'audiovisuel pour aider à construire une nouvelle identité, aider à construire un pays qui est en train de renaître. Et voilà, donc c'est un peu ça en gros. Alors, parlons-en, parce que c'est très beau ce que tu dis et c'est très éclairant. Et puis c'est un discours qu'on n'entend pas ou qu'on n'a jamais réellement entendu, en tout cas dans ces termes-là. Et merci encore de cette introduction. D'abord, est-ce que ce point de vue, est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que ça a été écrit quelque part? C'est écrit, mais je veux dire, c'est pas formalisé en tant que tel, parce que, comme j'ai dit au départ, c'est une réflexion que j'ai commencé à mener dans les années 97, 95, 96, 97 déjà, parce que j'avais déjà le sentiment à l'époque qu'on tournait un peu en rond.
on a fait des FESPACO où on a un peu donné des coups de pied dans la fourmilière, on a fait des grèves. Voilà. Il y avait une forme de révolte, en fait. On était jeunes cinéastes à l'époque, on avait tout un groupe là, avec les Serge, les Baloufou, enfin, tout ce monde-là, les Abderrahmane Sissako, enfin, il y avait Fantanacro. Il y a tout ce monde-là qui arrivait à ce moment-là dans le cinéma, mais on avait l'impression que ce qui se passait n'était pas vraiment ce qui devrait se passer. Et on voulait révolutionner un peu ça, on voulait changer un peu ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis quand même rendu compte, je commençais à avoir une espèce de malaise, en fait, en me disant que est-ce que c'est vraiment dans cette voie qu'il faut aller? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Mais ce n'était pas encore très clair pour moi. C'est pour ça que j'ai dit que le génocide, le choc du génocide, pour moi, m'a amené, et je dois avouer, je l'ai souvent dit, je crois, à une ou deux personnes, que j'ai failli ne pas faire Ascientos à cause de ça. Parce que tout d'un coup, on a l'impression que tout ça ne sert à rien, en fait. Que tout ça, à quoi bon faire ça si on est passé à côté de... C'est quand même la première fois qu'il y a un génocide en Afrique. Oui. Et un génocide de cette ampleur-là. Oui. C'est quand même 1 million de morts. Oui. À ciel ouvert, devant les télévisions du monde entier, on n'avait jamais vu ça. En 90 jours. Voilà, en 3 mois. En moins de 3 mois. Oui. Et donc, franchement, c'était clair pour moi à ce moment-là que ça ne pouvait plus être comme avant, en tout cas pour moi. D'accord. Bon, maintenant, j'en parle avec le recul, avec le recul et l'expérience de 20 ans qui sont passés, mais c'était vraiment des choses qui étaient plus de l'ordre du ressenti, c'était de l'ordre de la réflexion, mais moi, je suis pas, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment enseigné, je suis pas un universitaire, moi, donc je suis pas quelqu'un qui s'assoit et qui écrit des thèses. Je suis un peu plus instinctif par rapport à ça. Donc, quand ma décision de venir au Rwanda, elle a été mûrie, réfléchie, et je savais que c'était la bonne décision à ce moment-là. Et effectivement, quand Olivier dit que j'ai disparu des radars, parce qu'il y a des amis qui m'ont traité de fou, pour la simple raison qu'effectivement, en 98, je tourne 2 films, en fait, dont j'ai fait Fragment de vie au Cameroun et Nous ne sommes plus morts au Rwanda. Fragment de vie sort en 99, il est sélectionné à Berlin. En 2000, Nous ne sommes plus morts, il sort et il est sélectionné de nouveau à Berlin. Donc, pour un jeune cinéaste que j'étais à l'époque, on peut estimer que j'étais sur la pente et en train de m'installer dans... Et donc, on s'est dit, ce n'est pas le moment pour toi d'aller, et non seulement de partir, mais d'aller où? D'aller au Rwanda, au milieu de nulle part, comme m'a dit un journaliste un jour. Eh bien, le défi, c'était de montrer que non, je ne suis pas au milieu de nulle part. Je suis là où je dois être. Je suis à la place où je dois être à ce moment-là de ma vie, à ce moment-là de l'histoire de l'Afrique. Et que c'est là que je dois être, et c'est là que le cinéma doit renaître. Et c'est là qu'on doit essayer de réfléchir sur comment recommencer à raconter autrement. D'accord. Alors, justement. Les images et les sons autrement. Est-ce que faire un film, c'est simplement écrire un scénario et le produire et montrer le film? Je pense que non, et je pensais déjà que non. Faire un film, pour moi, c'est de former un jeune cinéaste et de le voir commencer à travailler, à raconter son vécu, à raconter son univers, à raconter son environnement. Ce que nous ne faisions pas beaucoup. C'est de prendre une jeune femme, comme on a fait avec un projet là, qui est une ancienne prostituée ou une ancienne enfant de la rue, qui pense qu'elle est rien parce que la société, le monde, lui a fait croire pendant de longues années qu'elle n'apportait rien, qu'elle ne valait rien, et de lui faire prendre conscience qu'elle est quelqu'un, qu'elle a vécu des choses extrêmement compliquées, extrêmement dures, extrêmement violentes, mais que justement, si elle a survécu, c'est parce qu'elle a une force extraordinaire et que cette force peut être bénéfique aux autres, que l'expérience qu'elle porte, elle peut la raconter aux autres. Elle n'a pas été à l'école, certes, mais il y a d'autres moyens de dire, il y a d'autres moyens de raconter, il y a d'autres moyens de communiquer, et le cinéma peut servir à ça, et les images peuvent servir à ça. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus fort même que faire un film. Oui, donc si je comprends bien ce que tu dis, cela signifie que la représentation cinématographique de cette réalité-là peut participer au changement de cette réalité. Ça doit participer. Ça doit participer. Alors, nous sommes sur un exemple concret, puisque nous allons parler de ce film-là, et tu vas essayer de nous aider à comprendre dans quelle mesure la démarche cinématographique suivie dans ce film-là précisément illustre ce que tu dis, dans quelle mesure la façon de approcher les gens, de les interviewer, de les montrer dans leur espace, les uns avec les autres, et dans le temps pour dire quoi, comment cela illustre-t-il précisément ce repositionnement, ce changement d'attitude qu'on risque juste de comprendre comme
peut-être seulement une profession de foi ou une intention de prise de décision institutionnelle. Parce que là, nous sommes devant un film. Hein. Qu'est-ce qui, d'après toi, en tout cas au départ, quand tu as fait ce film-là, qu'est-ce que tu t'es dit du point de vue des principes essentiels de ta démarche de cinéaste? Quels sont les principes que tu t'es posés pour dire les choses autrement? Est-ce que tu peux nous aider Après, on va entrer dans les détails, mais dans ce film-là particulier, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est un travail de mémoire? Mais d'abord que ce film-là n'arrive pas par hasard. Déjà, c'est le dernier volet d'une trilogie. D'accord. En 98, nous ne sommes plus morts. 2006, L'espoir, Kizere. Et ensuite, 2015, Naraban. D'accord. Donc, mais ce film-là arrive au bout de quasiment 20 ans de vie au Rwanda. Ce film-là, je n'aurais pas pu le faire, je ne l'aurais jamais fait en 98. D'accord. Et je ne l'aurais certainement pas fait de cette façon-là. Pourquoi? Parce que quand je m'installe au Rwanda en 2000, comme je vous ai dit, c'était un projet pour moi, un projet global. L'idée, c'est de continuer parce que c'est la seule chose que je sache faire, c'est faire des films. C'est de penser des films, c'est de regarder le monde à travers les images et les sons. C'est ce que je sais faire. Donc, mais l'idée, c'est comment est-ce que, à travers ça, comment utiliser ça pour faire les choses autrement, pour dire les choses autrement. Et ça passe par le temps, par le fait de connaître les réalités. Et donc, du coup, on fait quoi? On monte un projet qui s'appelle EPO, l'espoir, qui est de collecter les témoignages sur le génocide, de monter une banque de données audiovisuelles de la mémoire du génocide. Et pendant 2 ans et demi, 3 ans, on va faire le tour du pays, on va aller dans les prisons, on va rencontrer des rescapés, on va rencontrer des bourreaux, donc des gens qui ont été condamnés pour génocide, qui sont en prison, on va rencontrer leurs familles, on va rencontrer des rescapés et on va recueillir leurs témoignages. Et à partir de certains de ces témoignages, on va produire des vidéos, je dis bien des vidéos, qu'on va retourner projeter dans les communautés pour créer le débat entre les gens, pour que les gens puissent se parler. Pour que les communautés, puisqu'à l'époque, on parlait de 2 communautés, on parle de Hutu et de Tutsi à l'époque, et le clivage était encore très fort. Je vous dis, on est en 2000, c'est 6 ans après le génocide. Et c'est le travail qu'on fait, c'est d'utiliser donc l'audiovisuel, d'utiliser le cinéma, d'utiliser la vidéo pour retourner dans les communautés et tenter de créer, de reconstruire un tissu social, de refaire que les gens puissent se reparler. Et parallèlement à ce travail qu'on fait avec les images du Rwanda et avec les rescapés et les bourreaux, etc., on va monter un ciné-club qui va utiliser des films qui sont faits ailleurs, soit en Afrique du Sud, soit au Cambodge, sur les autres génocides, sur la Shoah, sur le génocide cambodgien, etc., sur la réalité en Afrique du Sud qui est extrêmement violente et qui renvoie à certains aspects de la réalité rwandaise d'avant le génocide. Parce que c'est aussi un détour qui est beaucoup plus facile à un moment donné quand on fait un débat là-dessus, les gens sont beaucoup plus à l'aise pour parler de ça, mais en parlant de l'Afrique du Sud ou en parlant de la Shoah, ils vont forcément à un moment donné commencer à parler de ce qu'ils ont vécu au Rwanda. Et c'est aussi une fonction du cinéma. C'est aussi une fonction. Mais tout ça, en fait, n'est pas simplement d'un point de vue du travail cinématographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait ça, à la fois les témoignages, à la fois le ciné-club, ça vous crée un tissu de relations avec les communautés. Mais ça veut dire quoi aussi? C'est que pendant les périodes de commémoration, donc tous les ans, en avril, d'avril à juin, donc il y a des commémorations dans tout le Rwanda, on retourne dans ces communautés pour les assister, pour faire le deuil avec elles. Donc, vous créez des relations qui deviennent au fil du temps extrêmement profondes. Et donc, quand je reviens pour faire un film, comme celui dont on parle ce soir, les gens me connaissent. Les gens ont une relation qui n'est plus une relation de quelqu'un qui est étranger et qui arrive avec une équipe pour faire un film. Je fais quasiment partie de la famille. Parce que pendant des années, on s'est côtoyé, je leur ai rendu visite, au-delà même du travail qu'on faisait en association, tu viens leur rendre visite, etc. Donc, ils sont tellement plus à l'aise, ils sont plus ouverts dans la confiance qu'on crée. Parce que c'est ça, en fait, ce qu'on ignore, c'est que le génocide, un des aspects du génocide, c'est que ça a rompu complètement le niveau de confiance que les rescapés ont avec le reste du monde parce qu'il y a ce sentiment d'abandon. Il y a eu ce sentiment d'avoir été trahi par le monde. Et donc, comment refaire confiance après ça? Ça ne peut pas juste se faire, on n'est pas des journalistes qui arrivons, qui passons 1 heure ou 2 heures ou 2-3 jours avec eux et qui repartons. Et qui très souvent prennent des images que les essayants ne verront jamais. D'où l'importance aussi de ce travail de repartir dans les communautés avec les images qu'on fait
pour leur montrer, pour dialoguer avec elles, pour avoir leur ressenti, et parfois même de faire ces images avec elles et de laisser faire les images elles-mêmes. Parce que le cinéma n'est plus mystique, ce n'est plus quelque chose qui est réservé à une élite, en fait. C'est que chacun peut faire des images, chacun peut produire quelque chose pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'il a en soi, pour pouvoir sortir des choses et pour évacuer cette douleur, pour évacuer tous ces ressentis. Ça peut passer par les arts, par le théâtre, par le cinéma, par la danse. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai dit la vision, en fait, était au-delà du cinéma, c'était vraiment une vision de la vie. C'est de vivre autrement et donc de faire son métier autrement. Pour moi, les deux sont intimement liés. Et donc, du coup, moi, je suis quand même un cinéaste, je vous l'ai dit au début, je ne peux faire que ça. C'est la seule chose que je sache faire. Donc, quand je fais un film, je dois réfléchir sur les moyens cinématographiques qui me permettent de dire les choses, de les dire cinématographiquement. Quel est le dispositif que je mets en place au-delà de tout ça pour pouvoir raconter ce que j'ai à raconter, pour pouvoir faire en sorte que les gens qui vont s'intéresser à ce que je fais, qui vont regarder ce que je fais, que ça les fasse bouger un petit peu de ce qu'ils pensaient connaître du Rwanda, qu'ils pensaient connaître de cette réalité-là. Et ça, c'est ma responsabilité de cinéaste, en fait. Mais ça, c'est la somme, aujourd'hui, c'est la somme de tout ce travail qu'on a mis des années à mettre en place, des années à construire, en fait, pour arriver à ça. C'est ce temps-là. C'est ce temps-là qu'on ne s'est jamais vraiment donné avant. Voilà. Et c'est ce temps-là qui change pour moi fondamentalement tout. Et donc, concrètement, ces tournées donc, ont eu lieu, il y a eu une mise en place de ciné-club? Le ciné-club était une activité parce qu'on a créé une association. Donc, quand je reviens au Rwanda en 2000, c'est d'abord pour enseigner. Donc, pour former des cinéastes, les premiers cinéastes rwandais qui ont été formés à l'université, en fait, c'est des élèves journalistes. Et donc, on a créé une option cinéma. Je travaille avec eux pendant 2 ans et ensuite, on crée une association qui s'appelle Kemit pour justement faire à travers cette association qu'on fait tout ce travail-là. Voilà. Mais pour moi, ce travail, il est extrêmement important d'abord parce que moi, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses, ça me permet de découvrir, ça me permet d'aller en profondeur, mais en même temps, ça permet d'ouvrir des opportunités pour les Rwandais pour qu'eux-mêmes racontent leurs histoires. Parce que j'ai beau être africain, j'ai beau être camerounais, je ne suis pas rwandais. Je suis de passage ici, je ne suis pas rwandais, je n'ai pas vécu ici avant, je ne suis pas rescapé. Donc, malgré tout, je ne peux que parler de la place où je suis, qui reste un étranger quelque part. Donc, c'est extrêmement important, c'était extrêmement important pour moi de créer les conditions pour que des jeunes Rwandais, pour que les Rwandais puissent prendre la parole à leur tour. Donc, ça fait partie du travail qu'on a fait. Mais j'ai quand même encore envie de faire des films. J'ai quand même encore envie de témoigner de ce qui se passe dans ce pays, de raconter des choses que les autres ne racontent pas, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Et donc, le travail de recueil de témoignages qu'on fait qu'en 2004, 2005, quand nous allons dans un village non loin de Kigali, pour assister les communautés pendant les commémorations du génocide, à chaque fois on filme parce qu'on documente tout ce qui se passe. Et on fait des interviews, on parle avec des gens et j'entends pour la première fois des histoires que je n'avais jamais entendues, alors que je vivais là depuis un certain temps, que j'avais travaillé sur la question du génocide pour préparer mes travaux précédents. J'entends des histoires de résistance. J'entends des histoires des justes, dont des gens qui avaient pris des risques, qui avaient caché des gens au risque de leur vie. C'est la première fois que j'entends ça. Et donc, ce projet de ce film qui sort en fait il y a quelques années, c'est un projet qui date de l'époque. Donc, je commence à travailler là-dessus. Et je commence réellement à le formaliser en tant que projet cinématographique, vraiment en 2012, donc 3 ans avant le tournage. Et donc, je commence à réfléchir sur comment raconter ça. Mais pour que je sois prêt à raconter ça, il a fallu justement que je passe par tout ce que je vous ai raconté avant et que je fasse l'espoir. Parce que l'espoir, c'est quoi? Le deuxième volet de la trilogie, c'est quoi? C'est à la base un projet que je fais, que j'imagine, c'est-à-dire c'est de prendre des groupes de jeunes Rwandais, des rescapés, donc des gens qui ont échappé au génocide, et ce qu'on appelle des non-rescapés, donc soit des Hutus qui étaient là pendant le génocide ou alors qui étaient à l'étranger et qui sont revenus après le génocide. Et de les amener en voyage à travers le Rwanda, justement pour rencontrer les justes et les rescapés qui vont leur raconter l'histoire du génocide. Et dans ce voyage qu'ils vont faire ensemble, va non seulement permettre qu'ils vivent ensemble pendant 2 semaines et donc apprennent à se connaître et à dialoguer, mais en même temps qu'ils écoutent la parole de ceux qui ont vécu les choses, ceux qui ont lutté contre les forces génocidaires, ceux qui ont caché des gens pendant le génocide et qui leur racontent ces histoires-là. Donc, c'est un peu ça, en fait, l'espoir. C'est ça. C'était un projet
qui était un projet global, et à travers ce projet, il y avait un volet documentaire, en fait. Mais le projet, c'était ça. Mais avant de les amener en voyage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des espèces de séminaires. On a organisé 3 séminaires avec eux où on leur donnait des cours, où on réfléchissait sur l'histoire des génocides dans le monde. Qu'ils apprennent qu'il n'y a pas eu seulement le Rwanda, ce n'était pas le premier génocide, qu'il y en a eu d'autres, qu'il y a eu des films qui ont été faits, qu'il y a des livres qui ont été écrits sur comment ça a été approché, comment ça a été raconté. Est-ce que c'est pour cette raison-là que le personnage de Anastasie, la protagoniste, quoi, c'est pas un personnage, occupe cette place-là dans le film, et que c'est elle par laquelle finit le film avec un discours qui ressemble presque mot à mot à celui que tu viens de tenir là. Oui, parce qu'en fait, je dois dire que ça c'est une des... Parce que tu posais la question tout à l'heure, hein, de comment tu penses le cinéma par rapport à ça. C'est aussi qu'à un moment donné, les personnages, il faut les laisser vivre. Ce sont les personnages qui nous imposent ce qu'on doit faire, en fait. Et quand on rencontre des personnages aussi extraordinaires, on ne peut avoir d'autre choix que de leur laisser l'espace pour dire ce qu'ils ont à dire, pour porter ce qu'ils portent en eux, et qui est au-delà du film qu'on fait, parce que c'est des gens qui étaient comme ça avant que je les rencontre, qui ont été comme ça pendant le film et qui sont encore comme ça après le film. C'est ça qui est très fort, en fait. Et je dois dire que travailler sur ce thème-là a remis en cause 2 choses qui sont fondamentales. Une première chose qui, pour moi, en tant que cinéaste, est extrêmement fondamentale, c'est la notion de héros. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans un quartier populaire au Cameroun, en regardant des films westerns, des films chinois, etc., et donc des films américains, où la notion de héros, en fait, c'est plutôt le super-héros. Mais là, tu arrives au Rwanda et tu rencontres ces gens-là. Et ça te remet complètement en cause cette notion-là. Parce que là, tu rencontres des vrais héros, des gens qui sont des héros de la vraie vie, en fait. Et qui sont quoi? Qui sont des simples gens, entre guillemets, qui sont des paysans sur une colline, qui sont des gens qui, voilà. Et ça c'est quelque chose qui, je vous assure, vous remet profondément en question, même en tant que cinéaste, en fait. Et donc, si vous n'êtes pas capable, à un moment donné, de regarder ça et de se dire que, mais en fait, c'est ça qu'il faut dire au monde. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Et donc, comment, en tant que moi, cinéaste, ma responsabilité, c'est de trouver l'espace, c'est de trouver le dispositif cinématographique qui fasse que cette parole-là soit entendue, mais entendue dans le sens fort du thème. Et comme je dis souvent, tout le travail que j'ai fait au Rwanda pendant toutes ces années, c'est un peu autour de la parole aussi. Oui. Parce que je pars du fait que nous avons très souvent pris la parole à la place des autres. Nous, cinéastes africains, nous, intellectuels, entre guillemets, africains, nous avons souvent pris la parole à la place des autres et nous nous sommes beaucoup trompés. Et le génocide est venu nous dire que nous étions complètement à côté de la plaque. Et donc, du coup, maintenant, c'est comment réinventer un dispositif narratif, comment réinventer une écriture, entre guillemets, qui fasse que ce sont ces gens-là qui prennent la parole et comment faire entendre la parole de ces gens-là. Donc, c'est ça, en fait, le projet de Carabana. C'est comment faire entendre cette parole, la parole des justes du Rwanda. Et pour moi, les justes ne sont pas simplement ceux qui ont sauvé des vies. Parce que Anastasie, dont tu parles, oui, a sauvé la vie de Gaspard. Oui, c'est ça. Elle lui sauve la vie. Elle lui sauve la vie même bien plus que... Voilà. Que lui... Donc, pour moi, elle est aussi dans le rang. Si on parle des justes, c'est aussi ce genre de personnes. Et ce n'est pas un cas unique au Rwanda. Des cas comme ça, on en a rencontré beaucoup. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un personnage et c'est même quasiment le personnage principal du film. Oui, oui, tout à fait. Parce que ça va au-delà de la notion traditionnelle qu'on a du juste, qui est celui qui a sauvé des vies. Mais sa parole à elle, par exemple, puisque elle est structurante dans tout le film, hein, ce qu'elle dit, on voit bien. Non seulement elle est mise en scène, mais elle est mise en récit, c'est-à-dire ce qu'elle dit au début n'est pas forcément et exactement ce qu'elle dit au milieu, ni ce qu'elle va dire à la fin, qui est comme un programme, ce qu'elle dit à la fin. Et elle répète presque mot à mot, nous ne sommes plus morts. Enfin, on pensait qu'on était morts et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mise en scène de cette parole-là qui existe. Il ne s'agit pas juste, je veux dire, d'aller la chercher, de l'enregistrer, de la mettre en image. Encore faut-il, enfin, je te pose la question, cinématographiquement parlant,
trouver la méthode ou le dispositif, comme tu dis, la façon de faire la dramaturgie et un principe de mise en scène qui puisse la valoriser. Mais le principe, il est simple. Le principe, il est simple, c'est le respect. C'est simplement le respect. Je vous dis, c'est des gens que j'ai fréquentés pendant des années. C'est des gens... Donc, quand je viens tourner, il n'y a pas de mise en scène, en fait. Il y a juste une connaissance intime de l'un et de l'autre. Qui fait que quand on se parle, il n'y a pas d'interview, en fait. On n'a pas fait d'interview, c'est une causerie. Donc, c'est une causerie comme les causeries que j'avais avec elle quand je venais lui rendre visite pour avoir de ses nouvelles. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que les gens sont tellement... Enfin, on a l'impression qu'ils sont aussi à l'aise devant la caméra. On me dit, mais comment tu as fait? Mais je n'ai rien fait, en fait. Je les ai laissés être ce qu'ils sont. Et ils ont accepté d'être ce qu'ils sont parce qu'ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont fait confiance parce qu'on a travaillé avec eux pendant suffisamment longtemps pour qu'ils puissent, à un moment donné, juger de ma sincérité, de la sincérité de la relation qui s'est nouée avec, et qui va au-delà de mon travail de cinéaste, en fait. Donc, c'est ça le secret, c'est ça le dispositif. C'est ça qui change, en fait, dans le travail que je fais avant. Juste le respect et la confiance. Oui, mais ça, c'est pas donné. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pas quelque chose, c'est pas une donnée qui est acquise au départ. Et je vous dis, parce qu'il faut bien se rendre compte de l'impact du génocide sur la psychologie des rescapés et sur ce sentiment d'abandon. C'est pas simplement qu'on a été abandonné par son compagnon ou par son voisin, on a été abandonné par le monde entier, on a été abandonné par l'humanité. Donc, et ensuite, non seulement ça, il faut bien se rendre compte qu'après 1994, les prisons sont bondées parce que la plupart des génocidaires qu'on avait pu attraper sont dans les prisons et que l'empathie des médias notamment va vers les prisonniers parce qu'on se plaint du sort des prisonniers qui sont en prison et du fait qu'ils vivent mal en prison. Et donc, il y a encore, c'est une double blessure qui vient se rajouter à ça. Personne ne regarde forcément le côté des rescapés et des autres qui souffrent. Donc, il y a cette question de la confiance, cette question de... Personne ne prend soin de nous, personne n'a porté attention à nos blessures, à nos douleurs, est extrêmement importante en fait dans la relation qu'on a. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre le temps, de prendre beaucoup le temps pour reconstruire cette relation, pour tisser ces liens-là, pour pouvoir arriver à un niveau de confiance suffisant pour que les gens vous ouvrent leurs histoires, vous ouvrent leur cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est aussi facile. C'est très fort ce que tu dis là parce que il y a après 2000, avant rien du tout, mais après, peu à peu, il y a une douzaine de longs métrages, une flopée de documentaires. Je veux dire, il y a énormément d'images qui sont faites au Rwanda, qui vont parler des Gacaca, qui vont parler donc des tribunaux populaires, qui vont aborder tel et tel sujet, et toute une série de fictions aussi, à commencer par Hotel Rwanda, etc., qui sont des produits hollywoodiens typiques, ou bien Shooting Dogs, ou bien des travaux plus spécifiques comme celui de Raoul Peck. Et on a... mais toutes ces images sont faites par des gens qui viennent au Rwanda pour les faire. Il n'y a pas de... Alors aujourd'hui, il y a peu à peu des courts-métrages, et puis... Maintenant, on a eu, par exemple, le film de Joël Karekesi qui a eu le prix au FESPACO, donc la miséricorde de la jungle, qui avait fait Le Pardon avant, Imbabazo. Et donc, on voit apparaître de jeunes cinéastes qui émergent, et j'imagine en relation un peu avec le travail que tu as pu faire aussi au niveau de la formation, puisque les premiers courts-métrages ont été faits un peu dans le cadre de ces formations. Et on a aujourd'hui un tissu de cinéastes rwandais qui commencent à avoir une destinée aussi internationale. Enfin, je vois Madeleine, comment elle s'appelle, Doussa Bejambo, par exemple, qui va faire une résidence, etc. Donc on a des gens qui peu à peu construisent une cinématographie nationale. Donc comment tout ça s'imbrique par rapport à ces images externes, et tout d'un coup, cette émergence, peu à peu, avec les 20 ans passés, d'une cinématographie endogène. Mais ça s'imbrique, en même temps, ça ne s'imbrique pas vraiment, parce que malheureusement, comme dans la plupart des pays africains, il n'y a pas vraiment de politique culturelle ici.
Vraiment, on a été beaucoup focalisé sur la reconstruction économique, etc., ce qui était très bien. Et on a un peu oublié la culture en tant que, voilà, au niveau national. Donc, ça se fait tant bien que mal pour le moment. Mais ça se fait parce que c'est inévitable que ça doit se faire et que même si on comprend que le rôle de la culture est extrêmement important, je pense qu'elle n'a pas encore totalement la place qu'elle devrait avoir. Elle ne joue pas encore pleinement le rôle qu'elle devrait avoir au sein de la société. Mais ça n'a pas forcément été une mauvaise chose que les films se fassent de cette façon-là, parce qu'il fallait qu'on parle du Rwanda. Il fallait que les gens s'emparent de ce sujet. Simplement, moi, je pense que pour nous, Africains, la perspective doit être totalement différente. On ne peut pas être de passage. On ne peut plus se contenter d'être de passage. Évidemment, je comprends très bien que tout le monde ne peut pas venir habiter pendant 10 ou 15 ans au Rwanda, évidemment, mais je pense que la relation, pas seulement au Rwanda, mais à la plupart des pays africains est différente, en fait, doit être différente. On doit penser les choses différemment. Et je vois bien que je suis quand même un peu, quand je regarde le cinéma africain ces 20 dernières années, et que je participe de temps en temps à des débats ou que je suis les choses un peu de loin, on est quand même encore toujours en train de tourner en rond. On est quand même en train toujours de se poser les questions qu'on se posait quand nous, on a commencé il y a 20, 25 ans, en fait. Et que les gens se posaient déjà, la génération d'avant nous se posait. Donc, ça veut bien dire qu'en quelque part, on est quand même dans une impasse. Même si de temps en temps, il y a des percées, il y a des trajectoires, voilà, qui sont intéressantes, et voilà, mais n'empêche que globalement, si on regarde un peu la cartographie du cinéma africain aujourd'hui, je suis désolé, on est obligé de constater qu'on est un peu au pied du mur encore. Hein. On n'a pas vraiment, je dis, il y a très peu de pays qui ont vraiment en place des structures qui fassent que quelqu'un peut faire des films régulièrement avec un petit peu de moyens. Ça n'existe pas, en fait. C'est même encore beaucoup plus difficile qu'à notre époque, malgré le fait que la technologie a rendu les choses un peu plus faciles. Donc, c'est quand même un paradoxe. Ouais. Et ce paradoxe, on le retrouve au Rwanda, malheureusement, on le retrouve ici. Mais j'ai bon espoir que ça va. Bon, il faut le temps que ça change. Mais pour revenir un peu au travail que nous, on a fait, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Et ça demande énormément de temps. Or, dans le monde d'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. On n'a pas le temps de faire des films comme je l'ai fait. C'est quasiment de l'autoproduction, en fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour la plupart des gens. C'est extrêmement compliqué. Donc, je comprends ça, mais je pense qu'on doit passer par là. Je pense que le salut passe par là. Parce que quand je disais je crois, dans une autre interview avec Olivier il y a 15 ou 20 ans, qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il y ait une génération qui se sacrifie pour que le cinéma africain émerge réellement. Je suis encore convaincu de ça aujourd'hui, en fait. À un moment donné, peut-être qu'il faut que certains arrêtent de faire des films pour faire autre chose qui fasse que demain, des jeunes puissent être capables de faire des films avec un peu plus de facilité, entre guillemets. Là, on n'en est pas encore là. Pour essayer de traduire un tout petit peu et concrètement ce que tu dis en attendant, parce qu'il y a des questions qui commencent à arriver, juste une question. Et je reviens à notre protagoniste principal, parce que c'était juste un début. Je remarque que elle a à peu près le même âge que toi, je crois. Elle a 55 ans. Et elle est éducatrice, c'est-à-dire qu'elle est enseignante, elle est dans la pédagogie. Deuxièmement, j'essaie de traduire un tout petit peu ce que tu dis. Et ensuite, elle enseigne depuis 33 ans, mais depuis quelques années, on ne sait pas pourquoi, mais là, je me dis que peut-être dans ce que tu dis, il y a la réponse à ma question. Maintenant, elle n'a plus affaire à des vieux, enfin des gens, elle a affaire plus à des personnes âgées, mais à des jeunes. Elle dit maintenant, je fais un travail avec les jeunes et je m'amuse bien avec eux. On se prend la main dans la main et on avance ensemble. Hein. Est-ce que, alors justement par rapport à ce que tu dis de tout à l'heure, le choix de ce personnage-là ne répond-il pas
d'une certaine manière, pour revenir à la question de la mise en scène, évidemment, n'est pas finalement une espèce d'alter ego ou alors c'est toi qui t'es retrouvé. Est-ce que c'est elle que tu l'as choisie parce qu'elle incarne au sens propre du terme, ce que cette volonté dont tu parles, de t'inscrire dans le temps, dans une pédagogie, dans un accompagnement pédagogique, ou c'est juste un alter ego? Non, c'est pas un alter ego. Bon, un protagoniste pour un cinéaste, c'est forcément toujours un alter ego, puisqu'on va en général vers des personnages qui nous ressemblent un peu. Mais si je la choisis, et si elle s'impose quasiment comme le personnage principal du film, c'est aussi parce que ça a une résonance par rapport au travail que je fais depuis quasiment Asientos, même depuis Mélina, qui est une des questions qui me traverse, qui est la question de la transmission. Parce qu'il n'y a pas de mémoire sans transmission. C'est ces questions-là. Comment est-ce qu'on a transmis ou pas transmis nos expériences? Parce que le premier film que j'ai fait, c'est sur les funérailles de mon père, en fait. Et sur la place que ma mère, personnage principal, occupe, en fait, qui devient personnage principal. Et c'est ça, sur cette dualité entre la religion catholique dans laquelle on a été élevé et nos traditions que nous connaissions plus ou moins. Et Asientos, c'est aussi ça, c'est la mémoire, c'est l'histoire d'Asientos, c'est ce jeune homme qui a un peu perdu la tête et qui joue sur une plage et qui va rencontrer un personnage imaginaire qui va le transmettre quelque part, mais qui ne lui a pas... Parce que ça pose toujours cette question de la transmission. Et je vous ai parlé du projet de l'espoir qui était d'amener les jeunes Rwandais en voyage pour rencontrer des anciens, pour rencontrer des personnes âgées qui vont leur transmettre l'histoire, mais sur les lieux des événements. Donc, il y a toujours, c'est pour moi extrêmement important de comment est-ce qu'on transmet les choses, comment est-ce qu'on transmet l'histoire, comment est-ce que la mémoire se construit si on n'est pas capable de transmettre les choses. Et donc, de trouver ce personnage qui est éducatrice, mais qui a un sens extrêmement élevé de son métier d'éducatrice, qui en même temps lui a permis de faire cette démarche de pardon et de réconciliation, et donc qui a compris le rôle fondamental qu'elle doit jouer non seulement en tant qu'éducatrice dans la société, mais par rapport à ce moment de l'histoire de son pays. C'est important pour elle de pouvoir faire ce travail-là. Ce n'est pas un intellectuel, hein, ce n'est pas quelqu'un qui a été dans les grandes universités, ce n'est pas quelqu'un qui participe à des conférences. Hein. On a vu, hein, c'est une paysanne qui vit sur la colline. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous devons repenser notre façon d'approcher le cinéma différemment, parce qu'en général, nous, on passe à côté de ce genre de personnages. Parce qu'on est à la recherche de quelqu'un qui a des diplômes, voilà, qui présente bien, qui est universitaire. Non, on a besoin d'apprendre de ces gens-là, parce qu'ils sont porteurs de ces connaissances. Ils sont porteurs de cette humanité-là. Ils sont capables de transmettre ça. Oui. Peut-être juste une question, on reviendra. Hein, oui, vas-y. Okay. Oui, non, c'était juste parce que c'est tellement... Oui, d'accord. Mais ce qui me frappe, parce que tu parlais de mise en scène, moi, je suis frappé qu'il y a peu de mise en scène. C'est un petit peu ce que dit François, c'est-à-dire qu'il y a du montage, ça c'est clair. Il y a une dramaturgie, on va dire, quelque part, dans l'évolution de ce qui est dit, c'est normal, et c'est important. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce que tu disais par rapport au respect se retrouve complètement dans l'image et fait que nous, on est complètement émus en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une qualité d'image qui est absolument parfaite, quoi, quelque part, dans les éclairages, dans la beauté des personnes, comment ils sont mis en image, et que finalement, ils sont assez statiques. Hein, je veux dire, ils sont à témoigner de quelque chose qu'ils ont dans les tripes et qu'ils ont envie de dire. Et effectivement, dans cet échange dont tu parles, il y a toute la préparation qui font que cette parole sort et qu'on sort de la sidération qu'il pouvait y avoir après le génocide pour libérer une parole, quoi. Et ce qui me frappe donc, c'est que là, tu as un dispositif où tu as ingénieur du son et chef opérateur qui sont des techniciens, on va dire, aguerris, que tu es allé chercher, une véritable équipe de cinéma, mais qui ne fait pas d'une grande mise en scène, qui fait que l'image va permettre à ces individus d'être le plus possible en dignité. Et ça, je trouve ça magnifique parce que ça correspond complètement à ce que tu disais, c'est-à-dire que
c'est la possibilité pour ces personnes de pouvoir s'exprimer complètement, non seulement par ce qu'ils disent, mais aussi par leur corps, puisque leur corps est véritablement à l'écran, quoi. Donc voilà, c'était juste... Oui, peut-être, si alors on ajoute la question pour alimenter le débat. Oui. Eh bien, justement, bonsoir. Alors, il y a une question qui concerne le film, justement, le montage et la mise en scène, pour reprendre ce terme. À plusieurs reprises, dans la première partie, Lucas nous demande il y a vu des images très blanches surexposées qui reviennent, qui s'estompent à la fin. Et il voulait savoir quelle était la signification de ce procédé-là. Ok. Mais ça rejoint un peu la question qu'on posait tout à l'heure, hein, sur le dispositif cinématographique qu'on met en place. Comme je l'ai dit, moi je suis cinéaste, donc quand on s'engage dans un projet comme ça, il faut quand même penser qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait, qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir arriver à faire bouger les gens de là où ils sont. Mais en même temps, il faut avoir conscience aussi de ce qu'on a fait avant. Donc déjà dans la Cientos, il y a une évocation du Rwanda, il y a quelques images du Rwanda. Ensuite, j'ai fait Nous ne sommes plus morts, où là, il y a vraiment des images du génocide, enfin de l'après-génocide, les corps, etc., de façon assez violente, et dans les films d'après aussi. Mais sauf que là, quand on tourne Dalabana, on est quand même en 2015, j'ai fait tous ces films-là, j'ai montré tout ça. Peut-être qu'il faut essayer de raconter le génocide autrement. Mais aussi parce que ce que j'ai envie de faire entendre là ne nécessite pas qu'on reste accoudoté sur les mêmes images qu'on a vues tout le temps du génocide. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour évoquer le génocide sans avoir à montrer les mêmes images? Et la réponse, pour moi, elle est très simple, en fait. C'est d'utiliser le cinéma et d'utiliser ce qui, en général, dans le cinéma, est vu comme une faute, dans la surexposition, et de l'utiliser pour dire autre chose, pour dire le génocide, pour dire ce côté du génocide qui est un peu ce monde qui n'est plus monde, en fait. Cette réalité qui devient autre, cette réalité qui n'est pas la normalité. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Et donc, d'opposer ça à la normalité qui est que, effectivement, ces images surexposées renvoient au génocide, renvoient à la mort, renvoient au personnage, entre guillemets, négatif, et qu'à chaque fois, on revient quand un juste intervient. Donc, ça revient à la normale. Donc, il y a ce basculement-là. Et en même temps, pour aller un peu plus loin, le personnage qu'on a choisi, qui est Gaspard, qui est ce jeune homme qui a assassiné des enfants alors que lui-même était à peine adolescent, qui est un personnage extrêmement complexe, en fait, qui a l'air extrêmement simple, mais qui est extrêmement complexe, très torturé, qui est quasiment au bord du suicide, mais qui a été sauvé par cette femme. Et on sent que ce personnage, quand on le rencontre, quand on parle avec lui dans la vie quotidienne, il a 35 ans au moment où on tourne, il a fait de la prison, il a subi des choses dans la prison, je ne veux pas en parler, mais on se doute bien que ça n'a pas été simple. Il n'a jamais été marié, il n'a pas de fiancé, il vit chez sa mère. Donc, c'est vraiment un personnage, et donc c'est aussi ce personnage qui est un peu entre le bien et le mal. Parce que c'est vrai qu'il a tué, mais il n'était qu'un enfant. C'est ça. D'ailleurs, elle se comporte avec lui, elle est éducatrice. Voilà, elle a été son institutrice à l'école. Voilà. Et donc, lui, alors, qu'il soit un casseur de pierres, qu'on voit comme ça avec un plan, d'ailleurs assez remarquable dans l'ensemble du film, qui surplombe les différents travailleurs. Est-ce que ça a un sens? On est aux antipodes de deux choses? Oui, parce qu'en fait, bon, déjà, il y a cette réalité, c'est un peu les travaux forcés. En fait. C'est un peu les travaux forcés. Les travaux forcés, oui. C'est un peu les travaux forcés, c'est un peu c'est un peu des bannières, en fait, qui cassent la pierre. Oui. Quelque part, comment ça renvoie à ça. Et en même temps, c'est aussi la rédemption par le travail. Parce que c'est dans cette carrière qu'il rencontre, le juste et qui a sauvé des vies, etc. Mais en même temps, c'est vraiment quelqu'un qui veut se racheter. Qui veut se racheter en travaillant, en gagnant honnêtement sa vie, en essayant de commencer à faire du bien, mais en même temps, il est perdu. On sent que c'est quelqu'un qui est fondamentalement détruit. En fait, au fond, même c'est quelqu'un qui est détruit. Mais en même temps, ça reste un être humain. Ça reste un être humain et il faut qu'on arrive à faire percevoir cette humanité-là. Et c'est ça le travail, en fait. Ma responsabilité de cinéaste, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ne le regarde pas simplement comme un monstre
qu'il pourrait être. Parce qu'on dit, voilà, il a tué, il a participé au génocide. Non, ça reste un être humain malgré tout. Et nous devons être capables de regarder ça en face, comme Anastasie a été capable de reconnaître, au-delà de ça, de reconnaître cet enfant à qui elle a donné à manger, cet enfant qu'elle a enseigné à l'école, et cet enfant qui est encore capable d'être sauvé. Parce que si on arrive à le sauver, lui, ça veut dire qu'il y a un espoir encore pour nous autres êtres humains. C'est un peu ça les thématiques du film, en fait. Et c'est un peu ça que ces éléments techniques, entre guillemets, nous permettent de mettre en image et de mettre en récit. Mais c'est des choses extrêmement simples pour moi. Il ne fallait pas avoir des choses extrêmement compliquées. On était vraiment dans des choses extrêmement simples. C'est pour ça qu'il dit, les gens n'ont pas besoin, on n'a pas besoin d'être dans l'agitation cinématographique, en fait. On doit être dans le moment juste. Et on ne peut être dans ce moment juste que parce qu'on a une connaissance intime des personnages. Et que cette connaissance intime des personnages vient du fait qu'on les a longuement fréquentés, mais fréquentés non pas dans le but de faire des films, mais fréquentés dans le but d'en faire des amis, de les connaître, de mieux les connaître en tant qu'être humain, de mieux les comprendre et d'apprendre d'eux. Et forcément, ce respect-là, quelque part, va se ressentir dans nos images, dans le travail qu'on a fait. Bon, c'est vrai que j'avais une équipe magnifique, et là, je salue Ella, qui je pense qu'elle me regarde, qui est la caméraman, qui évoquait ces images, qui ont su, en quelques semaines, en très peu de temps, se fondre dans le projet et se fondre dans l'esprit qu'on avait. Ce qui est fort, c'est que cette génération qui peut éventuellement pardonner, mais qui en tout cas ne peut pas oublier, et a pour charge de réaliser la réconciliation. C'est-à-dire qu'elle a les deux choses sur les épaules quelque part, quoi. Et c'est vrai que les personnages que tu sélectionnes, on va dire, sont très porteurs de ça. Oui, mais je pense que c'est ça qui donne l'espoir, en fait. C'est ça qui permet de croire que c'est possible, que tout n'est pas perdu, en fait. Parce que non seulement ils sont porteurs de ça, mais ils en ont fondamentalement conscience. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'ils en ont fondamentalement conscience. Ils ont conscience de ce qu'ils peuvent apporter aux autres. Et mais avec, c'est pas le film qui leur révèle ça, hein, parce que les gens me demandent toujours, non, ils sont comme ça dans la vie. Ils sont comme ça avant que je les connaisse, et ils sont comme ça pendant le film, et ils sont comme ça aujourd'hui, en fait. Donc ça ne change pas, et c'est ça qui est extraordinaire chez eux. Et nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de nous approcher de ça, d'essayer de rendre compte de ça, d'essayer de mettre ça en image sans le dénaturer, sans trop le dénaturer, en fait. Et c'est ça la difficulté. La difficulté qui a été rendue un peu plus simple par le fait que, effectivement, nous n'avons pas approché ce travail comme simplement un travail cinématographique, mais comme des rencontres humaines, en fait. Et nous avons essayé d'amener nos spectateurs et nos téléspectateurs à la rencontre des gens, comme nous les avons rencontrés et comme nous les avons découverts, et de les laisser découvrir ce que nous avons découvert, de les laisser s'imprégner de ce qui nous a fondamentalement impressionnés. Mais impressionnés au sens de comment la lumière impressionne la pellicule, c'est-à-dire qu'on est marqué par quelque chose de fort. Oui, Sébastien. Oui, il y avait une autre question d'une téléspectatrice, de Joël, qui se demande si vous avez été en relation avec Jean Hatzfeld, qui a traité le même sujet dans son livre, Là où tout se tait. Non, pas du tout, même si on a des relations lointaines, parce que je connais un de ses cousins. Mais on ne s'est pas rencontrés, on ne s'est jamais parlé. J'ai lu ses livres. J'ai lu ses livres qui sont remarquables, en fait, qui sont un travail littéraire extrêmement extraordinaire, justement sur le Rwanda et sur la réconciliation, sur l'après-génocide. Donc, mais on ne se connaît pas. Pour continuer ce discours, c'est pas pour finir la conversation, mais le film se termine par la rencontre de deux personnages, on va dire les deux personnages aussi importants, les plus importants, c'est-à-dire Anastasie et Frodoald, c'est ça qu'il s'appelle? Frodoald. Ouais, qu'elle reçoit chez elle. Elle lui dit, et elle lui fait une sorte de reproche un peu gentiment. Tu as oublié les amis. Elle lui dit, tu as oublié les amis. Tu te fais rare. Tu as oublié les amis, qui résonnent justement d'une autre manière, au-delà même de ce que ce mot peut signifier quand on
quand on se connaît, quand on a l'habitude de se voir et qu'on ne se voit pas depuis un certain temps, pour signifier autre chose qui apparaît de façon beaucoup plus manifeste quand il... C'est pour ça que, enfin, la mise en scène, quand on dit mise en scène, ça existe toujours de toute façon. Hein, c'est pas, quand on fait du cinéma, on ne peut pas ne pas faire de mise en scène. Et on les voit à ce moment-là avancer en profondeur dans le champ, presque la main dans la main, pas tout à fait, mais on la voit presque esquisser, des gestes pour le tenir par le bras. Et là encore, je vois dans cette fin comme un appel, effectivement, parce que ce sont tous les deux, d'ailleurs, des justes, quoi. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux nous parler de cette fin? La fin, elle dit, pour moi, elle dit un certain nombre de choses. Hein. Il y a une dimension quand même qui est là, pour moi, dans le film, très importante, c'est la question de mais que faisons-nous de ces gens, nous en tant que société, nous en tant que pays, nous en tant que continent, nous en tant qu'humanité. Est-ce qu'ils ont vraiment la place qu'ils devraient avoir dans nos sociétés et dans nos vies et dans nos pensées? C'est pour ça que c'est important, en fait, ces scènes de vie quotidienne où on le voit, par exemple, Faudiol avec sa famille, voilà, aller couper du bois, on voit la maman aller, alors à son âge, se lever très tôt le matin, marcher à pied pour aller cultiver un petit lopin de terre qui fait à peine 2 mètres sur 3. Donc, on se pose la question, et cette institutrice, elle est enseignante depuis 33 ans, elle a traversé ce qu'elle nous a raconté, mais on voit comment elle vit, en fait. Et on se pose la question, et moi, ça me bouleverse profondément, mais est-ce qu'ils sont vraiment à la place qu'ils devraient être aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question pour moi. Est-ce que là, on n'est pas en train de nouveau de détruire quelque chose? Parce que quand elle lui dit, on ne te voit plus, mais en fait, on ne le voit plus. Pourquoi? Parce qu'il faut survivre. Il faut bien qu'il travaille pour s'occuper de sa famille. Donc, du coup, il n'a même plus le temps, alors qu'ils vivent dans le même village, sur la même colline, de se voir. Elle a été malade, il n'a pas pu lui rendre visite. C'est un peu, quelque part, ces questions-là que j'essaie de poser. C'est ces interpellations que j'essaie de poser. C'est que ces gens qui représentent tellement de choses, qui pour moi sont des symboles, c'est des gens qui devraient parcourir les écoles, les lycées, les universités pour communiquer ce qu'ils ont à dire, pour pouvoir partager cette expérience, pour pouvoir justement éduquer les gens, pour pouvoir dire aux gens qu'une voie est possible, que s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ce n'est pas grâce à un miracle, c'est parce qu'il y a des valeurs sur lesquelles on doit fonder un monde, on doit fonder des sociétés, on doit construire des pays. Et ces valeurs-là ne sont pas forcément toujours définies dans des livres que les gens écrivent ou dans des grands colloques universitaires ou dans des débats de la Banque mondiale. Non, on peut aller puiser ces gens-là, des repères et des références pour construire la jeunesse, pour construire le pays. Et c'est ça qui ne se passe pas pour le moment, malheureusement. Et c'est pour ça que c'était extrêmement important pour moi d'avoir ces moments-là dans le film, d'avoir ces gens-là dans leur quotidien, d'avoir ces gens-là dans ces réalités-là. Mais en même temps, de montrer cette dignité, comme au-delà de tout ça, nous, on est encore en train de se poser ces questions, en fait, mais eux, ils ont dépassé ça. Et ça se voit dans le film. Ils n'en sont plus là. Et c'est ça que je trouve encore beaucoup plus extraordinaire. C'est qu'eux n'en sont plus là, en fait. Par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, ils ont eu la sagesse extrême de dépasser ça, d'être au-delà de ça. Parce qu'ils sont dans l'amour, en fait. Et ils sont fondamentalement dans l'amour. Et cette marche sur la fin, pour moi, avec cette chanson, qui n'est pas traduite, alors que j'aurais pu la traduire, c'est un message au Rwanda, pour moi. Voilà. C'est un secret que je vous livre aujourd'hui, j'en ai jamais parlé avant, mais pour moi, c'est ça. Et donc, ceux qui comprennent le Kinyarwanda par rapport à cette chanson, par rapport à l'idée du film, par rapport à ce chemin, parce qu'ils s'en vont, mais ils s'en vont de dos aussi. Vu leur âge, vu ce qu'ils ont vécu, on n'a aucune garantie qu'ils seront encore là dans 5 ou 10 ans. Ils s'en vont vers le soleil aussi. Et donc, ça doit nous interpeller encore plus. Oui, ça, par rapport à la question sur les surexpositions, etc., effectivement, tous ces moments comme ça qui sont presque des respirations dans le film, comme il y a beaucoup de paroles, il faut aussi un petit peu de respiration, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que tout résonne, quoi. C'est-à-dire qu'on entend le chant des oiseaux, on entend le souffle du vent, et on entend ces chants. Et ces chants, on les entend très peu, finalement, c'est très court, quoi. Mais ils sont là.
ils sont là et ils résonnent. Alors, comme tu disais, tu les as pas sous-titrés, mais il y a quelque chose qui est quand même du domaine du... C'est presque comme dans un office religieux où il y a les responses, quoi. C'est-à-dire que il y a un rythme qui se met. On peut peut-être, Olivier, oui. lui poser la question qu'on s'est posée aussi par Oui. rapport aux sous-titres, puisqu'on parle de sous-titres. Oui. Il y a eu un moment, nous, on s'est posé la question, on ne sait pas trop quelle réponse lui donner. Vers la fin, lorsqu'elle parle, elle parle pendant un moment, assise, et il n'y a pas de sous-titres. Mais par contre, elle a une gestuelle très forte. Oui. Et on s'est dit, est-ce que c'est voulu, cette absence de sous-titres? Oui. Oui. Oui, c'est voulu parce que, si vous voulez, ce film, il vient clore, comme on l'a dit, une trilogie sur le Rwanda. Mais il vient clore aussi un pan de ma trajectoire, en fait. Et il vient un peu... Ce film, je le fais d'abord, pour moi, c'est vrai, mais pour le Rwanda. Voilà. C'est ça. Et donc, je suis quelque part à travers ce film un peu en conversation avec le Rwanda. Donc, il y a des moments qui sont un peu, entre guillemets, des apartés. Voilà. Et donc, ils ne sont pas sous-titrés. D'accord. Il y en a 2 ou 3 dans le film comme ça, pas beaucoup, mais il y en a 2 ou 3 qui sont comme ça dans le film. Mais c'est voulu, ouais, c'est quelque chose que j'assume complètement. Parce que je me suis dit à un moment donné que c'est vrai que, bon, moi j'aime beaucoup le cinéma japonais, par exemple, et que quand je regarde un film japonais, je ne comprends pas forcément tout le temps. Ça n'empêche pas que le film me touche ou que, voilà, que j'aime le film. Donc, pourquoi pas? Donc, je me suis permis ça. Voilà. Oui, et puis c'est pas gênant parce que elle est tellement parlante par son corps que quelque part, c'est pas mal aussi de ne pas la traduire pendant un moment pour pouvoir être davantage attentif justement à la beauté qu'elle exprime, quoi. Ouais. Oui, parce qu'évidemment, si on fait ce choix-là, il faut aussi faire attention que ça ne permette pas au spectateur de sortir du film. Oui. Donc, ces moments-là, il faut qu'il reste, que le spectateur qu'il reste accroché, en fait. Donc, il faut choisir aussi des moments qui permettent que ça puisse se faire sans que ça soit une rupture pour le spectateur. On a été un peu attentif à ça. Mais ça passe difficilement au montage parce qu'évidemment, le monteur n'est pas forcément dans la même logique. Ils n'aiment pas ça. Oui. Sébastien, tu as une autre question? Oui. Alors, ce sont plutôt des commentaires en fait de 2 internautes. Alors, il y a celui de Kofi Segla, donc qui nous dit: le cinéma africain dans son contenu souffre de la perte d'identité culturelle et traditionnelle de ses acteurs. La transmission dans ce paradigme ne saurait se réussir intégralement et dans une fidèle intégrité, sans un retour aux sources sur tous les angles des acteurs de ce cinéma. Autrement, il ne pourrait s'agir du cinéma africain. Aujourd'hui, le cinéma africain a un visage étranger. Félicitations à toi, François, dit-il. Et puis un deuxième message de Maurice Dieudonné: je ne pense pas que le cinéma africain soit en perte d'identité, c'est une réponse donc, mais il est en pleine mutation pour s'adapter, voire s'intégrer dans le monde réel que vivent les Africains eux-mêmes. Nous sommes dans un monde du donner et du recevoir culturel. Le nouveau monde sera ce qu'il sortira de cet échange. Ouais. Et moi, j'ai envie de lui répondre que dans le donner et le recevoir, il faut avoir encore quelque chose à donner. Et c'est un peu notre problème, en fait, c'est qu'on a de moins en moins de choses à donner. Parce qu'on ne connaît pas, parce que les transmissions ne se sont pas faites, parce que nous ne sommes pas suffisamment intéressés à ces choses-là. Et donc, souvent, ce qu'on donne, c'est ce que les autres ont déjà. En fait, c'est ce que les autres nous ont donné qu'on leur envoie. C'est toute l'équation. Hein. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est de plus en plus ouvert. Hein. On parle de mondialisation, de multiculturalisme. Mais dans le multiculturalisme, il y a multi. Ça suppose plusieurs cultures qui puissent se mélanger, qui puissent s'enrichir les unes des autres. Et donc, nous devons, en tant qu'Africains, faire très attention parce que et les esclavages, et la colonisation, etc., nous ont fait perdre beaucoup de choses, en fait. Et donc, il ne faut pas croire que les choses, c'est aussi évident et c'est aussi simple que ça. Donc, il faut faire attention que dans ce donner et recevoir, que ce que nous donnons aux autres soit vraiment ce que nous avons à donner, en fait. Et je pense que nous sommes riches de beaucoup de choses. C'est pour ça que c'était important pour moi
cet aspect de questionner la place que nous donnons, par exemple, à ces personnages-là aujourd'hui, dans nos pays, et dans nos histoires, et dans nos mémoires. Quel rapport nous avons avec eux? Voilà, alors, quel rapport les Rwandais ont avec ces personnages, puisque le film, j'imagine, a tourné, mais sous quelle forme exactement? Parce que tu disais, je dis bien vidéo. Est-ce que c'est quoi les lieux, le lieu concrètement de visionnage, de projection ou ça s'est passé concrètement et à quelle échelle? Il est sorti en salle à Bruxelles déjà. Oui. Donc les gens ont pu le voir, y compris les communautés africaines, donc rwandaises qui vivent à Bruxelles. Il est sorti à Paris, en salle, donc sur grand écran. Au Cameroun, pareil. Donc voilà, il est passé sur la plateforme Tank. Donc là, c'était en ligne, un peu comme ici. Et puis il y a eu des projections, y compris ici au Rwanda, mais là sur grand écran en fait. Et bon, après, il y a des copies qui circulent ou des gens qui ont accès à des sites en ligne sur Vimeo, puisqu'il est sur Vimeo, ils peuvent visionner dessus. Donc, il y a plusieurs formes, en fait, de visionnage. Mais les réactions sont un peu les mêmes. Je pense que, mais pour revenir à la question, parce que pour moi, c'est extrêmement important, en fait, cette question de sur quoi mettons-nous l'impact. Et ça renvoie un peu à l'intervention des deux internautes tout à l'heure, qui, pour moi, ne sont pas antagonistes, en fait. C'est parce que c'est des questions fondamentales qui vont au-delà du cinéma, en fait. Parce que même quand on regarde comment les pays africains sont gérés, est-ce qu'il y a vraiment des références africaines? Est-ce qu'on s'inspire vraiment Le Rwanda a essayé. En fait, le Rwanda a essayé beaucoup de s'inspirer. Olivier parlait des Gachacha tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui mondialement est reconnu aujourd'hui. C'est comment reconstruire en s'inspirant de ce qui se faisait dans les traditions. Voilà, comment aller puiser et qu'est-ce qu'on va puiser pour pouvoir avancer? C'est ça les vraies questions. Mais il y a très peu de pays africains qui se posent ces questions-là. Et il y a très peu de pays qui font ce pas. C'est vrai que bon, il ne faut pas non plus être naïf et avoir une vision très angélique de nos cultures et de nos coutumes. Ça, c'est vrai, mais n'empêche qu'il ne faut pas non plus être de l'autre côté complètement et avoir ces regards et dire que voilà, la tradition, c'est mauvais, etc. Mais on ne peut pas être, en tant qu'Africain aujourd'hui, être équilibré simplement parce qu'on a cette occidentalité. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, les Asiatiques, ils sont quand même arrivés un peu plus. Quand je pense aux Coréens ou aux Japonais, ils sont occidentalisés, mais en réussissant à garder quand même un côté traditionnel assez fort. Ce qui n'est pas encore le cas des Africains. Nous sommes encore dans cette recherche-là. Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin dans cette recherche, dans cette voie-là. Et je pense que le cinéma et la culture en général ont un rôle extrêmement important à jouer. Pas d'autres questions, Sébastien? Non. Bon, Tahar, on arrête là. Tu n'as pas d'autres questions non plus? Je n'ai pas d'autres questions. Le débat est évidemment ouvert et il sera, je suppose, je l'espère en tout cas, alimenté par d'autres films qui viendront et d'autres pratiques Peut-être effectivement demander à François dans quelle perspective il se situe aujourd'hui. Disons que je suis en train de réfléchir, je travaille sur quelques sujets, là, mais comme toujours avec moi, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut le temps que ça mûrisse, que les choses se mettent en place. Parce que je ne pense plus que... C'est vrai que j'ai jamais été vraiment dans la vitesse avant, mais là encore plus, je veux dire, surtout que l'expérience que j'ai faite ici au Rwanda, et que je continue à faire d'ailleurs, m'a fondamentalement convaincu qu'il faut prendre du temps. Il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour pouvoir mûrir les choses, pour pouvoir... Voilà, c'est le maître mot. On a commencé par le temps, on a fini par le temps. Nous prendrons le temps de faire et de te suivre. Merci beaucoup, François. C'était vraiment très éclairant, très stimulant. Bonne chance pour la suite et à bientôt. Merci à vous et bonne suite du festival. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Et puis demain, vous avez l'occasion de nous accompagner dans la clôture du festival, puisque c'est notre dernier jour. Et vous allez pouvoir voir un film assez édifiant qui s'appelle Buddha in Africa et qui, quelque part, donne une belle...
un bel écho à ce Oui. qui vient de se dire, puisque c'est véritablement l'intervention chinoise, taïwanaise, culturelle dans un orphelinat au Malawi. Un film qu'on vous vraiment recommande vivement de voir et dont on discutera, évidemment, malheureusement sans la présence Alors, voilà, on n'aura pas le zoom avec Nicole Schaffer, la réalisatrice sud-africaine. Mais le film parle déjà beaucoup voilà. Et de toute façon, de lui-même. On lui a posé un certain nombre de questions comme ça par mail, de manière à pouvoir rendre compte de sa parole quand même. Voilà. Donc demain, eh bien, la clôture et puis Voilà. la discussion du soir sur Bouddha in Africa. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne nuit. Bonne soirée à vous. Merci François. Merci.